Très bien, les gars. On dirait qu'on recommence encore une fois, comme je l'ai dit, un live très informel ce soir parce que je suis à Londres. J'ai été incroyablement malade. Je ne me suis toujours pas remis de cette maladie où je n'avais plus de voix. Maintenant, tous mes enfants sont malades. Mais j'ai juste été submergée cette semaine, évidemment, pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, notre épisode sur l'USS Liberty est sorti, ce qui était super excitant pour beaucoup de raisons. Nous avons travaillé là-dessus pendant des semaines. Comme vous pouvez le voir, nous avons assemblé ce genre de dossier éditorial. Et je veux en parler et vous expliquer ce qui s'est passé en coulisses. Mais le fait que cela soit devenu une tendance mondiale et ait lancé une conversation nécessaire me rend tellement fière. Aussi, au même moment, évidemment, Brett Cooper a annoncé son départ de The Daily Wire après beaucoup d'insinuations. Nous allons en discuter. Et aussi, j'ai eu une conversation avec Lily Phillips, cette Britannique qui essaye de battre le record du monde Guinness du plus grand nombre d'hommes avec qui elle a couché en une journée et elle vise 1000 hommes. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Commençons par le départ de Brett Cooper. Vous m'avez submergé de messages. Candace, que se passe-t-il? Qu'en penses-tu? Écoutez, dès le début, évidemment, tout le monde connaît un peu l'histoire. Ces dernières semaines, il y a eu quelques rumeurs qui circulaient. Certaines personnes y trouvaient ces rumeurs ridicules, qu'elle allait partir. D'autres disaient qu'il y avait beaucoup de tensions en coulisses au Daily Wire. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Brett Cooper a effectivement annoncé son départ du Daily Wire mardi, alors que j'étais dans l'avion pour Londres. Je n'avais pas de Wi-Fi, donc j'atterris et c'était juste une explosion de messages. Et vous savez, je pense que comme le départ est survenu après toutes ces rumeurs, les gens ont alors supposé que toutes les rumeurs étaient vraies. Il y avait des rumeurs selon lesquelles sa meilleure amie, ou ancienne ou pas ancienne, sa demoiselle d'honneur à son mariage, ce qui est vrai évidemment, Reagan Conrad, reprendrait son émission. Et les gens essayaient de déduire si cela signifiait quelque chose ou non. Il y avait beaucoup de drames en coulisses. Le Spectateur a fait un résumé. Ils sont évidemment assez respectés. Et ils ont passé au peigne fin toutes les insinuations sur Internet et ont remarqué certaines choses. Évidemment, une chose importante qui a été remarquée sur Internet, c'est que Brett semble avoir supprimé toutes les photos qu'elle avait d'elle et de sa demoiselle d'honneur de son profil. Donc, cela indique clairement aux gens qu'il se pourrait que certaines de ces insinuations soient vraies. Et puis, l'autre aspect dont je n'étais même pas au courant avant de lire cet article dans The Spectator, c'est qu'apparemment, il y a eu du mouvement. C'est tellement une chose de la génération Z, mais apparemment, il commentait tous les posts de Brett ou quelque chose comme ça, et lui disait de porter du bleu lors de son dernier jour si elle n'avait pas le droit de parler de ce qui s'était passé. Et ensuite, elle a porté du bleu. Alors, qui sait si elle a porté du bleu parce que c'est une couleur normale à porter? Moi-même, je porte du bleu probablement 2 fois par semaine. Ou si elle essayait de faire passer un message. Bref, la longue conclusion de tout ça, c'est en ce qui concerne les séparations, il semble que celle-ci soit aussi amicale que possible. C'est elle qui a fait l'annonce. C'était assez triste. On voyait bien qu'elle était bouleversée. Et puis, ça a un peu enchaîné sur Jeremy Boring, le PDG. Il a dit de belles choses à son sujet. Et à moins qu'elle ne veuille apporter quelque chose d'autre ou qu'il ne veuille apporter quelque chose d'autre, je ne pense pas qu'il y ait de raison d'approfondir la question car tout le monde avance dans sa vie. Et cela nous amène au point suivant. Tout le monde se demande, qu'arrivera-t-il à Brett Cooper? Brett Cooper sera tout à fait bien, je veux dire au-delà de bien. Franchement, au moment où j'ai atterri, j'avais déjà reçu, et je ne plaisante pas, 25 messages de personnes de tous horizons me demandant si je pouvais leur donner un contact avec Brett Cooper. Je parle de personnes qui veulent publier son livre, de personnes qui veulent la signer pour une émission, de personnes qui veulent l'engager pour des conférences. Et je pense qu'elle aurait dû faire tout ça ces dernières années, profiter de l'occasion tant qu'elle était là. Et elle n'a pas vraiment fait grand-chose. Évidemment, c'est une émission 5 jours par semaine, Daily Wire. Donc, je suis sûre que c'est parce qu'elle était vraiment absorbée et dévouée à ça. Et il n'y a pas vraiment eu de réponse concernant le projet Blanche-Neige. Mais il semble que ça ne va peut-être pas se faire. Donc maintenant, elle a pas mal de temps pour faire ce que, selon moi, les jeunes qui entrent dans ce milieu devraient faire, c'est-à-dire ce que j'ai fait. Évidemment, j'étais avec Turning Point USA. J'avais un contrat très souple, donc je faisais tout. Je veux dire, des discours au passage sur Fox News, en passant par mon livre, j'essayais juste de... Tant que j'avais toute cette énergie avant d'être mariée et d'avoir des enfants, j'essayais vraiment de saisir l'opportunité tant qu'elle se présentait.
J'ai tellement appris pendant ces années. Brett est si jeune. Elle a 22 ans. Elle va maintenant pouvoir tout faire. Et comme je l'ai dit, c'était en tendance ici à Londres qu'elle avait quitté The Daily Wire. Donc, pour quelqu'un d'aussi jeune d'avoir gagné 4,5 millions d'abonnés sur YouTube en quelques années et de devenir une tendance mondiale lorsqu'elle quitte son travail, bravo à toi, Brett Cooper. C'est absolument incroyable. Et je peux simplement vous dire, pour avoir travaillé avec elle, qu'elle est fantastique. Elle est vraiment fantastique. Elle est brillante. Je crois que Matt Walsh, elle vient de m'envoyer un message à propos de combien il a adoré travailler avec elle. J'ai toujours eu une excellente expérience en travaillant avec elle. Évidemment, Michael, nous étions tous au bureau tous les jours. Et personne ne s'inquiète que Brett Cooper ne va pas s'en sortir. Elle va devoir s'asseoir et décider ce qu'elle veut vraiment faire. La partie la plus difficile pour elle sera de savoir comment se concentrer. Je veux dire, directeur créatif, ça marche bien pour moi. On peut faire ça pour elle. On peut faire ça, blabla, on gérera ses publicités, moi les annonceurs me contactent. Donc si Brett Cooper souffre, c'est probablement en ce moment à cause de trop de choix. Pour être honnête, je n'ai même pas eu le temps, parce que j'ai été malade avec mes enfants, de lui transmettre tous les messages que j'ai reçus. Et donc, je voulais aussi vous inclure, c'est dans le lien ici. Si vous regardez dans la section des commentaires, on va l'épingler vers sa nouvelle chaîne YouTube. Évidemment, elle va devoir reconstruire sa chaîne YouTube. Les actifs appartiennent au Daily Wire. De la même façon, quand je suis partie, ce n'est pas vraiment scandaleux. C'est là-dedans qu'ils investissent. En gros, tu vois, on met de l'argent derrière toi. On va faire grandir ta chaîne et tu sais, on va garder ta chaîne quand tu partiras. Donc, elle recommence à zéro. Ce n'est vraiment pas un problème. J'ai aussi recommencé à zéro. J'ai lancé ma chaîne. Je crois qu'on est à environ 3,3 millions d'abonnés et on a fait ça en moins de 5 mois. Bref, soutenez les créateurs indépendants. Encore une fois, utilisez le lien ci-dessous. Mais la discussion plus large va vraiment être intéressante. Et je pense que, encore une fois, c'est plus large. Donc, ce n'est même pas spécifiquement à propos du Daily Wire, mais les gens en débattent un peu. Si c'est ce que fait The Daily Wire, et il semble que ce soit peut-être le cas, et si je me trompe en disant cela, on le saura bientôt, évidemment. Mais si on fait reprendre son émission par cette ancienne ou cette demoiselle d'honneur, est-ce que ça va marcher? Et c'est vraiment intéressant parce que le podcasting est un espace unique. C'est très personnel. C'est un nouveau média. Quand le podcasting a explosé, on peut dire que c'est en grande partie grâce à Joe Rogan. Et évidemment, Daily Wire a été l'une des premières entreprises à essayer de se tailler une place dans le podcasting et à dire, nous allons, vous savez, regrouper un tas de podcasteurs, je dirais. Mais Daily Wire et The Blaze se sont vraiment lancés à fond. Et je pense que personne ne s'est vraiment arrêté pour se demander, peut-on simplement faire ça comme à la télévision de fin de soirée? Peut-on faire ça comme dans The View, où l'on peut simplement continuer à changer d'animateur et dire, bon, maintenant ce sera la section commentaires avec quelqu'un d'autre? Alors, est-ce que le public va aimer ça? Ou est-ce que le public va rejeter ça? Maintenant, si je devais deviner, si c'était mon entreprise et que je la dirigeais, je dirais non, je pense que le podcasting est trop personnel. Je pense que les gens s'abonnent à une chaîne YouTube parce qu'ils s'abonnent à cette personne. Cela reste à voir. Évidemment, ils ne l'ont pas encore fait. Ce sera une expérience pour eux. Mais je pense que cela lance une discussion sur ce que cela dit à la fois de Brett et de The Daily Wire s'ils le font. Si je devais donner des instructions sur ce que je ferais, je créerais tout simplement une toute nouvelle émission si vous comptez faire venir de nouveaux talents. Sinon, on a un peu l'impression que, bon, est-ce que tout cela est simplement scénarisé? Est-ce que c'est la vraie Brett Cooper? S'est-elle juste entraînée pour cette émission et ce n'est pas sa vraie personnalité? Je pose ces questions. Je connais la réponse. Évidemment, c'est sa personnalité, la personnalité de Brett. C'est comme ça qu'elle parle. Elle est très pétillante et enthousiaste. Je ne sais pas si c'est le message que vous voulez faire passer, à savoir qu'on peut entraîner quelqu'un d'autre comme un singe à faire exactement la même chose au lieu de créer une nouvelle émission autour de quelqu'un d'autre. Encore une fois, ce sont des questions qui subsistent. Doit-on traiter ça comme un animateur de talk show de fin de soirée qu'on remplace ou est-ce qu'on considère ça comme un artiste musical? On ne peut pas juste dire « Hey Taylor Swift, on a écrit toutes tes chansons ». Maintenant, on va juste te remplacer par une sosie de Taylor Swift et voir si elle peut faire exactement la même chose. Je pense que c'est une question de personnalité, mais encore une fois, ce sont les questions que beaucoup de gens se posent. Et je vais dire ceci. Nous avons enfin eu un retournement de situation où les gens ont arrêté de m'attaquer. Merci. Je parle évidemment des médias depuis des mois et ils se sont montrés vraiment curieux quant au succès de notre nouvelle émission. Et il y a eu un article en particulier écrit par Slate que j'ai trouvé assez intéressant. C'était comme, je crois que Slate a fait un article sur nous, le LA Times a fait un article sur nous, le Washington Post a fait un article sur nous pour essayer de découvrir quel est l'ingrédient secret. Et Slate avait suggéré que
Dans l'économie des podcasts à la Joe Rogan, comme il l'appelait, c'est l'authenticité qui se vend. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut être soi-même. Même si je remplaçais un Brett Cooper ou un Matt Walsh, ce serait très étrange si j'étais dans l'émission de Matt Walsh et que je parlais juste comme ça en imitant la voix de Matt Walsh. Je serais simplement Candace parce que c'est ma personnalité. Et ça fonctionnerait parce que les gens se diraient « c'est Candace et c'est en elle que j'ai appris à avoir confiance ». Mais encore une fois, tout cela est sujet à débat. On verra bien ce qui va se passer. Comme je l'ai dit, c'est une séparation aussi amicale que possible, même si les détectives d'Internet ont remarqué certaines choses. Je pense que cela a été géré de manière professionnelle. Je crois qu'ils ont tous les deux dit de belles choses l'un sur l'autre. Et comme je l'ai dit, gardez un œil sur Brett Cooper parce que je pense qu'elle va exploser en 2025 car elle a un talent immense et polyvalent. La dernière chose que je veux dire, c'est la seule chose dont je connais vraiment la réponse et ça me rendait un peu fou. Brett Cooper n'est pas enceinte. Il y a toutes ces personnes qui disent « Ah, je pense qu'elle est juste enceinte et qu'elle va fonder une famille. » Et il y a plusieurs raisons à cela. Je pense que cette rumeur donne une mauvaise image des deux côtés. Cela suggère que le Daily Wire se débarrasse de vous si vous êtes enceinte. Et ce n'est pas le cas. Évidemment, j'ai eu 3 enfants au Daily Wire. Donc, si Brett Cooper voulait tomber enceinte et fonder une famille, elle serait tout à fait autorisée à rester au Daily Wire. Et oui, je pense juste que c'était un mauvais message. En plus, elle est très jeune. Elle a encore beaucoup d'énergie à revendre. Donc non, elle n'est pas enceinte. Et elle ne fait pas ça parce qu'elle veut aller à la ferme. Elle va être partout en 2025. Donc on veut simplement lui souhaiter beaucoup de chance. Je vais lire une petite publicité parce que je veux aussi parler maintenant de l'USS Liberty parce que, comme je l'ai dit, il y a tellement d'insinuations. On essaye de rattacher mon message personnel à ce qui se passait avec Brett. Nous avions préenregistré cet épisode il y a très longtemps. Il avait toujours été prévu qu'il sorte le jour où il est sorti. Bref, d'abord, je veux passer la parole à l'un de nos sponsors. Et le premier, c'est Preborn, bien sûr, parce que nous savons que la vie de chaque bébé est un cadeau précieux, plein de potentiel et de rêves qui ne demandent qu'à s'épanouir. C'est pourquoi Preborn, la plus grande organisation pro-vie du pays, est en première ligne pour les bébés et les mères en situation de risque qui font face à des grossesses non planifiées. Le réseau de cliniques de Preborn est implanté dans les zones du pays où les taux d'avortement sont les plus élevés. Ils équipent ces cliniques des ressources nécessaires pour sauver la vie de ces précieux bébés et offrir un soutien compatissant aux mères jusqu'à 2 ans après la naissance, et ce, entièrement gratuitement. Alors que le nombre d'avortements continue d'augmenter, Preborn étend ses soins affirmant la vie pour aider davantage de femmes en détresse et sauver plus de bébés. Et si vous en avez les moyens, veuillez envisager un don de leadership pour sauver des bébés à grande échelle. Votre don déductible d'impôt de 15 000 $ permettra d'installer une machine à ultrasons dans un centre pour femmes, sauvant ainsi d'innombrables vies pour les années à venir. Et grâce à un programme de jumelage, votre don sera doublé. Pour faire un don, il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé « bébé ». C'est dièse 250 bébé. Ou vous pouvez faire un don en toute sécurité sur preborn.com/Candice. Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. Pour revenir à l'épisode sur l'USS Liberty, beaucoup de gens me demandaient pourquoi je l'avais intitulé « Message personnel ». C'est un fait. Il est impossible de discuter de certains sujets sur YouTube ou TikTok sans forte censure. Et l'USS Liberty fait partie de ces sujets. Donc, pour l'histoire, je ne connaissais pas du tout l'histoire de l'USS Liberty. Et vous pouvez voir que je ne suis pas la seule, vu la réaction mondiale des gens lorsqu'ils ont découvert cette histoire. Je l'ai apprise il y a quelques mois. Je suis tombée sur Phil Turney et sa lettre et j'ai vraiment craqué. Je veux dire, rien que le fait que nos militaires aient été traités de cette façon m'a vraiment bouleversée, mais ensuite, je n'arrivais pas à le contacter. J'ai envoyé des emails au site web de l'USS Liberty pendant des mois. Nous leur envoyions des emails, essayant simplement d'entrer en contact, juste d'obtenir qu'un survivant accepte de venir, et nous n'avions aucune réponse. J'ai donc ensuite contacté Jocko Willink parce que quelqu'un m'avait fait remarquer que Jocko Willink avait reçu des survivants de l'USS Liberty dans son podcast, et je veux vraiment le remercier pour cela. Parce que même si mon épisode est devenu un sujet tendance mondiale, il y avait des personnes qui avaient ouvert la voie et qui avaient vraiment fait preuve de courage en parlant à ces gens avant moi. Et Jocko Willink était cette personne. Et j'avais reçu Jocko Willink dans mon podcast quand j'étais à Prager University. Donc, je l'ai contacté et je lui ai dit « Salut, est-ce que tu as un contact pour l'un de ces gars? » Et il m'a donné plusieurs contacts. J'ai parlé à Phil Turney ce jour-là au téléphone. Quand nous l'avons enregistré, tout ce que je peux dire, c'est qu'on pouvait vraiment sentir le Saint-Esprit bouger dans cette pièce. C'était vraiment difficile pour mon équipe de rester concentrée. Et j'ai 3 gars dans mon équipe.
Et je pense qu'ils avaient tous envie de pleurer, surtout quand ils racontent la partie de l'histoire où, après ou pendant les attaques, en fait après les attaques, ils essaient de sauver autant de vies que possible. Et tu t'imagines, il a 20 ans, il a 20 ans. Et il y a quelqu'un qui le regarde et lui demande, est-ce que je vais mourir? Et il le regarde et lui dit, oui, ils vont mourir. C'est vraiment une histoire extraordinaire, vraiment remarquable. Et ça m'a complètement donné des frissons. Je savais que nous, lui et moi, avons eu une discussion par la suite sur le fait que nous savions simplement que le Christ était avec nous dans cette pièce. Je savais que l'épisode allait être important et je voulais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer qu'il ne soit pas limité de la même manière que TikTok l'a limité. Si vous allez sur mon TikTok en ce moment, chaque vidéo a des millions de vues, 100 000 vues. Les extraits sur l'USS Liberty, 30 000 vues. Ils suppriment ces informations. Et le gouvernement israélien s'en est attribué le mérite. Ils ont dit, nous avons TikTok sous contrôle. Nous avons Instagram et Facebook sous contrôle. Nous cherchons maintenant à avoir X sous contrôle. Et c'est donc l'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas entendre ces histoires et qu'ils ne peuvent pas les partager. Alors j'ai dit, ce jour-là, ne l'appelons pas USS Liberty. Appelons-le quelque chose qui va complètement dérouter leurs algorithmes. Et j'ai pensé qu'un message personnel était une bonne idée. Et clairement, j'avais raison. Si, grâce aux algorithmes d'auteur, cela était devenu viral, et cela a été en partie aidé de façon assez étrange par le fait que certaines personnes pensaient que j'allais annoncer que Brett Cooper et moi allions travailler ensemble. J'adorerais travailler avec elle, mais ce n'était clairement pas cette annonce. Nous l'avons donc prévu pour le 11 décembre et Dieu a fait le reste, vraiment. Et je peux vous dire que Phil Turney m'a dit qu'ils reçoivent énormément de dons en ce moment. Quand mon mari et moi avons examiné leur association caritative et vu que ces hommes ne recevaient aucun argent, vous pouvez vérifier, car évidemment tout cela était public, je veux dire, ils ne récoltaient aucun fonds chaque année. Personne ne voulait raconter leurs histoires. Tout le monde a peur du lobby sioniste. Et ça m'a vraiment brisé le cœur. C'est comme si ces hommes méritèrent d'être traités comme des rois. Et il est à la fin de sa vie. Vous savez, il va bientôt avoir 80 ans. Et tout ce qu'il a fait, c'est consacrer sa vie à essayer d'être reconnu comme un héros. Ça m'a complètement anéanti. Et je me sens très bénie et certaine que Dieu m'a donné la plateforme pour pouvoir faire ce genre de choses. Et la place que j'ai dans mon cœur pour nos anciens combattants qui risquent leur vie chaque jour, entendre cet homme parler du fait qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Ils savaient juste qu'ils allaient défendre leurs amis et leurs alliés seulement pour être attaqués par eux, ce qui mène évidemment à une conversation bien plus large. Nous avons, comme quelqu'un l'a souligné dans le chat, 3 millions de vues en ce moment et ça continue de grimper en 48 heures. Est-ce que ça me met une cible dans le dos? Bien sûr. Mais je dirais avec du recul que Phil Turney m'a apporté la perspective dont j'avais besoin parce qu'il est très facile de se sentir malheureux quand j'avais l'impression de faire face à une attaque sioniste, pas une attaque littérale. Une attaque médiatique, essayant de détruire ma réputation, essayant de détruire ma carrière parce que je ne soutenais pas les actions d'un gouvernement étranger. Et ils ont essayé de faire croire que c'était de l'antisémitisme alors que je ne fais que dire la vérité sur ce que je vois. Et entendre ce qu'il a vécu, entendre qu'il a dû remonter ses camarades de bord, puis être menacé par son propre gouvernement, ils t'ont laissé mourir pendant 17 heures, espérant simplement que ton navire coulerait pendant la nuit. Ce que j'ai vécu n'est absolument rien en comparaison. Et je suis tellement reconnaissant envers Phil Turney de m'avoir offert cette perspective. J'ai déjà donné, comme vous m'avez vu le promettre dans l'épisode, 40 000 $. Je vais le faire chaque année et j'espère pouvoir en faire encore plus. Je disais à mon mari que je voulais que ce soit mon association caritative de prédilection. Je pense que nous devrions vendre ces incroyables casquettes USS Liberty et reverser une partie des bénéfices après avoir évidemment géré l'expédition et tout le reste, en donnant chaque année une partie des recettes aux survivants restants. Et donc, je vous suis très reconnaissante à tous. Et nous avons évidemment été submergés par de nombreux emails de personnes disant « Je ne savais pas, je ne savais pas ». Il y en a tellement, surtout quand il s'agit du sujet d'Israël. Et dès que vous commencez à savoir, dès que vous commencez à poser des questions sur certaines choses, tout leur empire médiatique, que j'appelle l'empire du parti Likoud, s'abat sur vous et vous écrase et vous traite, comme il l'a dit, on nous a traités de haineux des Juifs, d'antisémites, de nazis, alors que notre seul crime est d'avoir survécu ce jour-là. Vous, inimaginable, inconcevable. Donc, je veux vous rappeler, si vous n'avez pas encore pris le temps, allez, s'il vous plaît, visiter le site uslibertivets.org, donnez $1, peu importe le montant. Je veux simplement que ces hommes vivent comme des rois pour le reste de leur vie.
Et j'espère que des personnes avec des plateformes encore plus grandes que la mienne relayeront cette histoire. Je les inviterai toujours à l'anniversaire de cette attaque et je veillerai à ce que nous gardions cela en mémoire. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous, beaucoup d'entre vous demandèrent dans les commentaires « Pourquoi ont-ils fait ça ?» Parce qu'ils voulaient que nous partions en guerre contre l'Égypte. Et vous savez, les gens avancent souvent l'argument qu'Israël a la taille du New Jersey. Oui, c'est justement tout l'intérêt. Ils ont besoin de soldats. Ils ont besoin de gens qui iront se battre dans leur guerre. Et il ne fait aucun doute que ce false flag, et pour ceux qui ne pensent pas que c'en était un, ce n'est pas le seul qu'Israël a organisé à cette époque pour essayer de nous entraîner dans une guerre contre l'Égypte. Vous devriez vous renseigner sur l'affaire Lavon. Je vais l'épeler pour vous. L-A-V-O-N affaire. C'en est un autre qui a été étouffé, dans lequel ils ont essayé de tuer des Américains pour nous entraîner dans une guerre contre l'Égypte. Cela s'est produit tellement de fois et personne n'a le droit d'en parler parce qu'on nous dit simplement que ce sont nos amis. Ce sont nos alliés. Et vous savez, avec des amis et des alliés comme ça, qui a besoin d'ennemis? Donc, je suis simplement heureuse que nous ayons pu encourager cette conversation. Et aussi, nous avons brisé ce mur avec tant d'Américains juifs qui nous ont envoyé des emails en disant « Candace, je suis tellement désolée. Je veux dire, je ne savais pas, cette histoire m'a complètement bouleversée. » Et moi, je leur ai simplement répondu « Oui, c'est ce que j'essaye de dire depuis le début. Le gouvernement ne fait rien de bon. » Et le fait que nous ne parlions même pas dans les médias occidentaux du procès pour corruption de Bibi Netanyahou qui se déroule en ce moment en lien avec le 7 octobre, le nombre de fois où ils ont été accusés d'avoir mené ces attaques sous fausses bannières, puis d'en avoir accusé les Arabes par le passé, un pan de l'histoire que vous ne connaissez même pas, montre vraiment à quel point nos médias sont totalement sous contrôle. C'est en grande partie, à mon avis, à cause des dépenses de l'APEC. Ils ont dépensé 100 millions de dollars lors de notre dernier cycle électoral. C'est complètement fou. Et c'était quelque chose que JFK Jr. essayait d'empêcher dans les semaines précédant sa mort. Il exigeait qu'il s'enregistre en tant qu'agent étranger. Et ils ne l'ont jamais fait. Ils ont ignoré ses ordres qui venaient du département d'État. Et ensuite, il a été éliminé. Et tout cela a un peu disparu. Il leur était aussi farouchement opposé à ce qu'ils deviennent armés d'armes nucléaires parce que Dwight D. Eisenhower l'avait prévenu en montant qu'ils essayaient d'accéder au nucléaire. La plupart des Américains ne le savent pas. Et puis LBJ devient président. Sa tante, je crois qu'elle s'appelait quelque chose comme Jesse James, était membre du Congrès sioniste. Et soudain, il défait tout ce contre quoi JFK se battait, ou plutôt il fait tout ce contre quoi JFK se battait. Donc, nous devons simplement pouvoir avoir ces conversations honnêtes sans ces mesquineries d'accusations d'antisémitisme, comme si être un Américain juif ne vous rendait pas responsable des crimes d'un État étranger. Et quand on leur permet de tuer des soldats américains, sans même avoir à présenter des excuses. Pour moi, ça ne passe tout simplement pas le test du bon sens. Donc, nous faisons beaucoup plus de travail. En quelque sorte, nous éveillons les gens à tout ce qui s'est réellement passé dans les années 50, 60 et 70 et qui a depuis été dissimulé. Je suis simplement très heureux, encore une fois, béni que cette interview ait aussi bien marché. Et je sais que c'est en grande partie grâce au Christ et au sentiment que le Saint-Esprit était vraiment avec moi et Phil Turney le jour où nous avons enregistré cette interview. D'accord. Je vais maintenant passer à une autre publicité pro-vie, en vous rappelant l'existence de 7 Weeks Coffee. L'émission d'aujourd'hui est également sponsorisée par 7 Weeks Coffee. Pourquoi s'appelle-t-il 7 Weeks? Parce que à 7 semaines, un bébé à la taille d'un grain de café. C'est aussi le moment où l'on peut clairement détecter un battement de cœur à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse à travers le pays. Ils ont récolté plus d'1 demi-million de dollars pour ces centres et ont ainsi sauvé plus de 5000 vies. Je peux vous parler du café très rapidement car je suis très exigeant sur ce que je consomme. Il est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre, pauvre en acidité et issu de l'agriculture biologique. Donc, il coche vraiment toutes les cases. Juste à temps pour les fêtes, 7 Weeks Coffee lance sa plus grande promotion de l'année. Profitez réduction exclusive, cadeau gratuit avec chaque commande et nouveau café en édition limitée. Que vous cherchiez petit cadeau ou le café parfait, 7 Weeks Coffee répond à vos besoins pour cette saison Noël. Exclusivement pour mes auditeurs, allez sur 7weekscoffee.com et utilisez le code Candace pour bénéficier jusqu'à 25% de réduction sur votre commande. N'oubliez pas que votre commande aidera directement à soutenir un réseau de plus de 900 organisations pro-vie à travers les États-Unis. D'accord, je dois vous parler de ma conversation. Alors, cette fille a fait le buzz en ce moment. Je suis sûre que vous avez entendu parler d'elle, mais au cas où ce ne serait pas le cas, je vais vous donner un petit résumé. Elle s'appelle Lily Phillips et elle est extrêmement jeune. Skylar, quel âge a-t-elle exactement? Elle doit avoir environ 23 ans. Elle a 23 ans.
Et évidemment, le marché d'OnlyFans est quelque peu saturé aujourd'hui. Donc, si tu veux vraiment percer en tant que modératrice sur OnlyFans, tu vas devoir faire quelque chose de vraiment insensé. Et elle a décidé qu'elle allait coucher avec 1000 hommes en 24 heures pour battre le record du monde du Guinness Book, qui était auparavant détenu par une Polonaise ayant couché avec environ 917 hommes en une journée. Évidemment, c'est totalement démoniaque et les gens ont été scandalisés. Aussi d'apprendre que sa mère travaille avec elle. Par exemple, sa mère gère la partie financière, la partie finance de son compte OnlyFans. Donc, spirituellement, il faut y réfléchir et elle se présente au public. Elle a donné une interview au Daily Mail et elle dit « Je viens d'un foyer, vous savez, stable. Ma mère m'aime, mon père m'aime aussi. » Et elle essaie de faire croire que je suis juste une fille ordinaire qui veut battre un record du monde du livre des records pour enfants. Alors, j'ai été contactée par Steiny, tu sais, Steiny, du podcast des Nelk Boys. Et il m'a dit, écoute, je vais bientôt recevoir cette fille dans mon émission. Est-ce que tu voudrais avoir une conversation avec elle? Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, non pas parce que je pensais que j'allais lui faire changer d'avis, mais parce que je savais qu'avoir une conversation conservatrice et spirituelle avec elle était important pour les jeunes filles qui la suivent et qui pensent que ce qu'elle fait la rend heureuse. Donc, elle a fait un essai avant que je lui parle, juste quelques jours avant notre conversation. Et elle a couché avec 100 hommes en 24 heures juste pour voir si elle pouvait atteindre 100. Tu devrais aller chercher la vidéo. Fais attention parce qu'il y a beaucoup de vidéos d'elle qui circulent. Tu pourrais accidentellement tomber sur du porno, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai essayé de la trouver sur YouTube, enfin plutôt sur Twitter. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant de pornographie sur X. Mais en gros, elle sort de la chambre. C'est exactement ce que tu imagines. Il commence à poser des questions du genre « Comment c'était ?» parce qu'elle tourne un documentaire en parallèle pour maximiser l'argent qu'elle gagne. Et elle, littéralement, s'est effondrée en larmes. Le masque est tombé et elle a dit « Je suis désolée, je suis submergée ». Ça m'a semblé mécanique et je suis juste dépassée. Et oui, parce qu'il y avait une centaine d'hommes qui entrèrent là-dedans et ils la mettaient sous pression du genre « Tu avais promis que j'aurais 3 minutes, peu importe ce que c'était ». C'était tellement déchirant à regarder. Quelques jours plus tard, je lui parle et elle essaie à nouveau de faire comme si ça ne lui faisait rien. Alors je l'ai simplement confrontée à ce sujet. Nous avons été totalement respectueux. Il n'y avait aucune raison pour moi d'être désobligeant envers elle. Je sais que beaucoup de gens ressentent les choses très intensément, mais je lui ai simplement dit, en gros, que tout cela était une façade. Et je sais que c'est une façade parce que j'ai reçu Amber Rose dans mon podcast et que j'ai parlé avec elle de l'industrie du sexe, de ce qu'il lui a fallu pour faire semblant d'être confiante. Parce qu'elle a dit que la raison pour laquelle ces modèles féminins sur OnlyFans font semblant que ça ne les dérange pas et que ça ne perturbe pas leur esprit, c'est parce que les hommes veulent te croire que tu es vraiment partante, n'est-ce pas? Donc, si tu essaies de gagner de l'argent et de vendre un abonnement sur OnlyFans, tu fais comme si tu étais partante pour qu'un millier de mecs passent par toi en une journée. Ils ne veulent pas te voir pleurer. Ils ne veulent pas te voir bouleversée. Et ça enlève un peu à leur fantasme. Et je l'ai confrontée à ce sujet. J'ai dit, je comprends que tu crées un fantasme. Tu fais ça, évidemment, je ne vais pas te poser de questions condescendantes. Tu fais clairement ça pour l'argent. Si Ford Models frappait à ta porte en te proposant, disons, un contrat de 50 millions de dollars pour du mannequinat, tu ne ferais pas ça, tout simplement. Parce qu'elle a ensuite essayé de dire « Oh non, en fait, j'aime vraiment faire ça, j'aime ça. » Elle a dit « J'avais déjà des rapports avec plein de mecs gratuitement. C'est mon truc. » Tellement malhonnête, encore une fois, parce que elle doit vendre ce fantasme aux hommes qui s'abonnent à son OnlyFans, qu'elle aime vraiment ça. Et parce qu'elle a eu ce moment où elle a craqué après avoir couché avec 100 mecs. Je veux juste dire, pour les gars qui s'inscrivent, les 1000 hommes qui s'inscrivent pour coucher avec elle en 24 heures, je vous considère comme des prédateurs sexuels. Maintenant, vous avez vu la crise. Vous avez vu qui elle est vraiment. Le masque est tombé. Et si tu t'inscris pour faire ça, c'est parce que t'es un pervers. Il n'y a vraiment pas d'autre explication. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une jeune fille et elle veut juste de l'argent. Et vous êtes prêt à violer une femme et à être l'un des 1000 hommes à le faire en une seule journée. Pourquoi? À cause de la pornographie, à cause de l'addiction au sexe, à cause de tous les maux dont nous souffrons et à cause du fait que la prostitution est le plus vieux métier du monde. C'est pour ça qu'elle participe à ça. Elle a même dit que sa vie s'était améliorée et qu'elle le devait à ses fans. Elle a un peu d'argent. Quelqu'un, je crois, a estimé en ligne qu'elle gagne 2 millions de dollars par an. Et je lui ai dit, 2 millions de dollars par an et tu vas y repenser à la façon dont cela va impacter tes enfants si tu en as. Imaginez aller à l'école en tant qu'enfant et avoir une mère que tout le monde sait avoir couché avec 1000 hommes en une seule journée. Faites juste le calcul.
Elle va devoir coucher avec un homme toutes les 86 secondes pendant 24 heures d'affilée. Et cela devra d'ailleurs inclure les pauses toilettes. Je n'ai pas envie d'y penser, d'imaginer comment ça fonctionne. Elle ne va pas pouvoir manger. Peut-être qu'à date qu'elle va manger. Je ne sais pas. Mais oui, c'est vraiment véritablement un signe de possession démoniaque. Tu es possédé par un démon et il te dit de mettre l'argent avant tout ton avenir. Je comprends que tu aimes l'attention que tout cela t'apporte, mais c'est vraiment triste de voir ce que les femmes sont devenues dans la société actuelle. Enfin, Saini m'a demandé si j'accepterais un jour d'aller boire un verre avec elle ou d'être son amie. Et j'ai dit non, mon temps est précieux. Ce n'est pas une personne qui essaie de changer sa vie. C'est différent si elle disait oui, je vis ce style de vie et je veux vraiment en sortir. Il n'y a aucune valeur dans cet échange pour moi. C'est juste une mère de 3 enfants. Et j'ai été très claire avec elle sur le fait que sa mère était abusive. J'ai été très claire avec elle sur le fait que sa mère participe à cela montre clairement qu'elle ne l'aime pas. Et c'est en tant que quelqu'un qui a des fils et des filles, je n'ai en fait pas le vocabulaire pour l'exprimer. Quel genre de parent faut-il être pour soutenir cela? Et elle dit que sa mère et son père la soutiennent. Alors, de toute façon, soyez absolument attentifs à cette interview. Je pense que vous trouverez cela très fascinant. Et comme je l'ai dit, elle était très gentille. Pour moi, je ne vois pas de raison. Je ne vois tout simplement pas de raison pour qu'elle fasse cela ou qu'elle choisisse cette voie, à part l'argent. Et c'est vraiment la seule raison pour laquelle elle le fait. D'accord. Maintenant, juste pour vous donner une dernière publicité, je veux passer la parole à nos sponsors chez American Financing parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui se sentent stressés à ce sujet. Si vous avez offert à votre famille des vacances mémorables, vous n'êtes pas seul, car les prix sont plus élevés que jamais et beaucoup d'Américains atteignent la limite de leur carte de crédit. C'est donc le moment idéal pour reprendre le contrôle de vos finances et rembourser cette dette. Si vous êtes propriétaire, American Financing peut vous aider à débloquer la valeur nette de votre maison et à commencer à économiser. Leurs clients économisent en moyenne $800 par mois. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour votre famille. De plus, si vous agissez maintenant, vous pourriez retarder 2 paiements, ce qui vous donnerait de l'argent pour la saison. Ne serait-il pas agréable de commencer la nouvelle année sans cette dette et sans ces paiements minimums? Cela ne coûte rien. Pour découvrir combien vous pourriez économiser. Les fêtes vont arriver plus vite que vous ne le pensez. Alors appelez dès aujourd'hui l'un des conseillers hypothécaires salariés d'American Financing. Appelez maintenant au 877-95-12-10. C'est le 877-95-12-10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Très bien, les amis. Je voulais aussi parler de la Nouvelle-Zélande. J'ai passé une excellente semaine, malgré le fait d'être malade et tout a été incroyable à l'extérieur. La dernière nouvelle, c'est que la Nouvelle-Zélande a annulé mon interdiction de visa et je n'ai pas encore pu réagir à cela non plus. Donc, pour vous donner le contexte, un ministre de l'immigration en Australie, avant même que j'aie fait une demande, a été sollicité par la Fédération sioniste d'Australie pour refuser mon visa lorsqu'ils ont appris que j'avais une tournée de conférences. Pour être clair, je n'avais même pas encore fait ma demande de visa. Et parce qu'il a été sollicité et qu'ils ont inventé des choses que je n'ai jamais dites, dont une en particulier, j'aurais dit que le judaïsme était une religion centrée sur la pédophilie, ce qui est absolument absurde. Je suis chrétienne. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, c'est la Torah. C'était juste n'importe quoi. Ce sont des choses, citations, articles inventés. Mais il est sorti publiquement et a carrément dit qu'il allait m'interdire avant même d'avoir reçu ma demande. Et donc, ce qui s'est passé avec la Nouvelle-Zélande, les gens qui célébraient la décision de la Nouvelle-Zélande, ce processus était en fait automatique. En gros, ils partagent un système en arrière-plan. Donc, si quelqu'un est banni d'Australie, il est automatiquement banni de Nouvelle-Zélande. Par exemple, Novak Djokovic, souvenez-vous, il a été notoirement banni et s'est vu refuser un visa pour l'Australie parce qu'ils étaient obsédés par le COVID. Et c'était fou parce qu'il a refusé de se faire vacciner et de mettre quelque chose dans son corps avec lequel il n'était pas à l'aise. Eh bien, cela aurait signifié que s'il avait demandé un visa en même temps pour la Nouvelle-Zélande, il aurait automatiquement été refusé. Donc, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que une fois ce refus automatique prononcé, le gouvernement néo-zélandais n'est clairement pas d'accord avec le radicalisme du gouvernement australien en ce moment. Ils ont dit, nous ne savions même pas que cela s'était produit. Et leur ministre de l'immigration, dont je crois que le nom est Chris Penk, je veux être sûr de ne pas me tromper. En fait, si vous voulez bien patienter un instant, je tiens vraiment à le remercier.
Monsieur le ministre. C'est Chris Penk. Parfait, c'est ça. Chris Penk a essentiellement déclaré « Nous annulons cette interdiction ». Nous croyons en la liberté d'expression. Je veux aussi remercier la Free Speech Union de Nouvelle-Zélande parce que dès qu'ils ont appris ce qui s'était passé, dès que cela a été annoncé, ils nous ont contactés. Ils nous ont dit « Nous allons prendre votre dossier en charge et le porter devant les tribunaux ». C'est vraiment incroyable. Merci à la Free Speech Union de Nouvelle-Zélande d'avoir fait cela. Finalement, cela n'a même pas été nécessaire parce que, comme je l'ai dit, le gouvernement néo-zélandais ne s'approche pas du tout du totalitarisme, contrairement à ce qui semble être le cas du gouvernement australien. Concernant l'Australie, je voulais vous informer que nous portons notre affaire devant la haute cour. Je pense que nous avons un dossier très solide, surtout étant donné que Tony Burke a ignoré tous les protocoles, en commençant par refuser publiquement quelqu'un avant même de recevoir sa demande. La procédure de demande est censée être confidentielle, mais le simple fait de dire aux gens que je n'avais pas fait de demande de visa, qu'il attendait ma demande juste pour pouvoir la refuser unilatéralement, tout cela me semble, je dirais tout simplement assez totalitaire. Et j'espère simplement que les tribunaux s'en rendront compte. Je me sens confiant à ce sujet. Évidemment, nous allons respecter cette procédure devant la Haute Cour d'Australie et nous vous tiendrons informés. Mais nos dates pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont été reportées à l'année prochaine, fin février. Et je suis super excitée. Et d'ailleurs, j'étais vraiment déçue à propos de l'interdiction en Nouvelle-Zélande parce que tellement de gens m'ont dit que c'est un pays magnifique et je n'ai jamais eu d'excuses pour y aller. Et je suis aussi un fan du Seigneur des Anneaux. Je devais absolument y aller. Donc, je suis très satisfait de ce résultat. Et évidemment, comme je l'ai dit, je vous tiendrai tous au courant de ce processus. Bon, la dernière chose que je veux mentionner ici concernant ce qui se passe cette semaine, c'est juste complètement fou. Le FBI, évidemment, est maintenant sur le départ. Chris Wray vient de dire « Bon, je démissionne, j'ai fini ». Et maintenant, ils admettent que cette théorie du complot, à laquelle ils se sont accrochés pendant des années en accusant la droite d'être complotiste. Ils assument que maintenant ce fait. Qu'il avait 26 informateurs du FBI. Donc, ce n'étaient pas des membres du FBI. C'était des informateurs civils sur le terrain le jour du 6 janvier, ce que nous disons depuis toujours. Très clairement, nous savions qu'il y avait des gens sur place qui incitaient d'autres personnes à entrer dans le Capitole. Il y avait tellement d'images et tellement de preuves de cela. Et essentiellement, lorsqu'on leur a posé la question sous serment, ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas commenter la situation, quelle qu'elle soit. Je suppose que ces informateurs civils, ils l'admettent maintenant parce qu'ils se rendent compte que Trump est sur le point d'arriver, qu'il va examiner toutes ces choses. Nous étions sur place et il est très probable, et par très probable, j'entends à 100%, vous pouvez en être sûr, qu'ils ont utilisé ces personnes sur le terrain, des gens comme Ray Epps qui disaient « On devrait simplement prendre d'assaut le Capitole, on devrait simplement prendre d'assaut le Capitole ». Et ensuite, ils ont pu, en quelque sorte, mentir publiquement en disant qu'il n'y avait pas d'agents du FBI sur place. Il ne s'agissait que d'informateurs civils. C'est extrêmement chaotique, le niveau de manipulation mentale qu'ils nous ont fait subir, le fait qu'ils aient mis des grands-mères en prison alors qu'elles se promenaient littéralement dans le bâtiment du Capitole. Si vous n'êtes pas encore retourné voir tout le travail incroyable que Tucker Carlson a accompli pour révéler ce qui s'est passé ce jour-là, je vous invite vraiment à le faire. Le FBI a gardé toutes les vidéos et n'en a montré que des extraits, exactement comme ils l'ont fait avec l'affaire George Floyd, sans jamais diffuser l'intégralité de la vidéo de l'arrestation parce qu'ils voulaient que le public soit indigné et pense qu'il s'agissait d'un immense soulèvement révolutionnaire. Ils vous faisaient en croire que des policiers avaient été battus et tués. Toutes ces choses ont fini par être démystifiées avec le temps. Et il semble que tout cela ait été une opération entièrement orchestrée par les fédéraux. Alors, gardez simplement un œil là-dessus. Évidemment, Trump a déjà indiqué qu'il comptait réhabiliter toutes ces personnes, gracier chaque prisonnier du 6 janvier. Je pense qu'il devrait les gracier, peu importe l'infraction, parce que la véritable faute, c'est de savoir qu'ils ont été poussés à agir par le FBI. Et ils essaient déjà de manipuler la situation. Ils disent en gros, non, ce sont juste des informateurs civils. Donc techniquement, ce n'est pas le FBI. C'est comme si, je ne sais pas, c'est juste que c'est vraiment révoltant. C'est tout simplement révoltant ce que les démocrates ont fait. Et pour aller plus loin, comme Biden, j'en parlerai lundi, mais les grâces que Biden accorde, c'est comme s'il graciait des gens qui avaient de la pornographie infantile très grave. Il a accordé une grâce à un individu. Il faut qu'on parle de ça la semaine prochaine. C'est complètement fou. Compte tenu du contexte du journal intime d'Ashley Biden, sur lequel le FBI s'est précipité en essayant de dire que c'était de la désinformation russe,
puis a reconnu qu'il était authentique et qu'elle y écrivait que son père prenait des douches avec elle, ce qui, selon elle, l'a sexualisée quand elle était jeune. Je veux dire, tout s'effondre actuellement chez les démocrates. Et comme je l'ai dit, on va changer de sujet et parler de tout ça à la fin de la semaine prochaine. Je voulais simplement venir sur ce live et faire un petit récapitulatif parce que cette semaine a vraiment été incroyable. Et je suis tellement fière de cette émission et de tout ce que nous avons accompli. Je suis reconnaissante envers vous tous qui avez partagé cette aventure avec nous. Je devrais aussi mentionner que mon épisode avec mon mari, hier, a dépassé le 1 million de vues en moins de 24 heures également. Ça a vraiment été difficile pour moi de le convaincre de participer parce qu'il est tellement anglais et il n'aime pas parler ni se mêler à qui que ce soit. Il n'a même pas de compte sur les réseaux sociaux. Il est extrêmement discret. Mais je me suis dit qu'il était grand temps de vous présenter ma moitié. Et j'ai adoré à quel point vous avez aimé et apprécié cette conversation. J'imagine qu'il va falloir attendre encore 6 ans avant que je puisse le faire revenir. Bref, nous sommes ici à Londres pour Noël et nous vous proposerons une semaine entière d'émissions la semaine prochaine. Elles seront vraiment amusantes. Vous savez, pour garder l'esprit festif, et merci à vous tous de toujours vous investir dans notre contenu, allez soutenir les vétérans de l'USS Liberty. Ils sont formidables. Ils méritent tout votre soutien. Et nous allons faire encore beaucoup d'autres épisodes comme celui-ci, percutants, pour vous montrer tout ce sur quoi le gouvernement vous ment, parce qu'ils font ça depuis très longtemps. Bon, les amis, je lirai bien vos commentaires, mais le chat défile vraiment très vite. Donc, je vais simplement arrêter ici à 37 minutes et on se retrouve lundi.